C'est avec une émotion particulière que j'interviens aujourd'hui à Poitiers sur un congrès national à destination de directeurs, puisque comme vous l'évoquez à l'instant, il y a 17 ans, j'étais sur les bancs de la fac, avec mon ami Anaïk qui va intervenir juste après. On était étudiants en master ingénierie de la rééducation. On était des gamins. Qui ont eu une confiance accordée par certains et certaines directrices qui sont ici aujourd'hui, comme Brigitte, comme Marc, comme Nadine, comme Céline, comme Karl. On était des gamins, mais on avait une intuition et une volonté. On avait l'intuition qu'on pouvait amener un changement vis-à-vis des pratiques d'activité physique en EHPAD. À l'époque, seule la gym douce sur chaise était développée. Dans le cadre de nos stages d'observation, on constatait qu'il fallait quelque chose de sécurisé, il fallait quelque chose de pas dangereux, parce qu'on s'adressait à un public fragile. Fort de notre parcours, on s'est dit, on va se spécialiser, essayer de proposer des activités qui nous semblent salutaires pour ce public et qui vont un peu plus loin que la gym douce. Alors, je vais, comme un clin d'œil, aujourd'hui vous proposer un aller-retour entre la théorie et la pratique, puisque quand on était étudiant, on venait avec un protocole théorique et puis on se confrontait à la pratique et à la réalité du terrain, une réalité bien éloignée des conditions idéales de laboratoire que pouvaient avancer certaines études scientifiques sur les bienfaits de l'activité physique auprès des personnes âgées. Les conditions réunies étaient complexes à mettre en place. Néanmoins, vous allez voir, il y a une forme de sérendipité. La sérendipité, c'est quand il se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu et que, quand on analyse ce quelque chose, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose peut-être de plus fort qui en émerge. Alors, en cette année olympique, on voit que le sport est omniprésent. J'ai jamais été autant sollicité pour faire des colloques. C'est pas bon pour mon impact carbone. Mais du coup, on voit que c'est très présent dans les médias. Mais paradoxalement, la sédentarité, ça demeure un défi majeur pour toutes les générations. Alors, autant profiter de ces projecteurs qui sont mis pour parler d'activité physique et de santé. Mais avant de parler de santé, je vais partir de quelques bases. J'aimerais parler de santé globale, alors en faisant référence à la définition de la santé, cet état de complet bien-être biologique, psychologique et social. Donc mon propos, il va tourner autour de ça. En quoi le sport peut avoir un impact sur la dimension biologique, psychologique et sociale. Et on va essayer de faire de la théorie et de la pratique en illustrant d'anecdotes ces trois volets-là. Avant de démarrer sur cet aller-retour théorie-pratique, je voudrais juste éclairer sur un autre élément de définition qui semble important, la différence entre l'activité physique et le sport, puisqu'il y a un distinguo à faire. L'activité physique, c'est l'ensemble des mouvements qui nécessitent une contraction musculaire et une dépense énergétique qui est supérieure à un état de base. Alors, dans les exemples d'activités qui correspondent à l'activité physique, on a le jardinage, on a des activités de vie courante comme faire le ménage, danser pour le plaisir, mais pas en compétition, monter les escaliers, et j'en passe, jouer avec ses enfants. Mais en tout cas, les activités physiques ne sont pas forcément structurées et ne nécessitent pas de règles spécifiques et d'équipements particuliers. Le sport, lui, il se distingue par le fait que ce soit une activité physique qui s'inscrit dans un cadre structuré avec des règles, des réglementations qui nous permettent de pratiquer dans un cadre institutionnel fédéral, avec des clubs, ce qui nous permet de pratiquer, de nous mesurer aux autres parfois même, mais pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, la différence, c'est le cadre et les outils spécifiques dont on peut avoir besoin. Donc là, parmi les sports, je ne vais pas vous les lister, vous les connaissez. Il n'y a pas que des disciplines olympiques d'ailleurs, ça va aussi jusqu'aux disciplines parasport. Et là, la liste est extrêmement longue. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que vu que la liste est extrêmement longue, c'est ça qui est intéressant pour nous, en EHPAD, c'est qu'on peut mailler avec un maillage associatif sportif qui est extrêmement foisonnant. Alors, on va aujourd'hui décrypter le lien entre cette santé globale et cette complexité qui se cache derrière le sport, derrière toutes ces facettes,
à commencer par le volet biologique. Moi, je suis rentré par ce volet-là, pensant que l'activité physique allait amener un mieux-être physique chez les gens que j'accompagnais. J'étais convaincu de ça, et d'ailleurs, j'avais orienté mes outils d'évaluation sur ça. Est-ce que le fait de faire pratiquer des activités à raison de 2 fois par semaine, ça allait améliorer la marche ou l'équilibre des personnes âgées que j'accompagnais? C'était, on va dire, ce qui me semblait évident. Bon, le plus vite, plus haut, plus fort de Pierre de Coubertin se révèle être un léger décalage avec la sénescence. On est plutôt sur du moins vite, moins haut, moins fort. C'est un constat, c'est comme ça. En revanche, il y a d'autres choses. Et là où l'activité physique, on va dire, n'a pas ce volet social, le sport peut l'avoir. Et on va prendre quelques exemples juste après. Parce que l'activité physique, elle a quand même si on ne va pas plus vite, plus haut, plus fort, il faut arriver à la maintenir. D'ailleurs, si je vous pose cette question, est-ce que vous connaissez les recommandations de l'OMS par rapport à ça? Est-ce que, voilà, dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui savent combien de minutes il faut pratiquer d'activité tous les jours, 30 minutes? Alors, combien d'heures par semaine d'activité d'endurance il serait préconisé? J'ai entendu 3h30. En fait, il préconisait de faire entre 3h30 et 5 heures d'activité modérée, ou alors alterner avec des activités d'intensité plus soutenue, avec une fréquence de 2 fois par semaine, idéalement, de renforcement musculaire ou de tonification musculaire. Voilà ce qui est préconisé. Alors levez-vous, ceux qui font ça chaque semaine, ceux qui tiennent leurs 5 heures d'activité d'endurance. Bravo. On peut les applaudir. Alors, ils sont quand même assez nombreux, mais ça n'a pas été une holla globale. Ils sont même minoritaires. Et effectivement, on est dans une société où c'est compliqué de pratiquer 5 heures parce qu'on travaille beaucoup. Et vous verrez qu'on peut faire de l'activité physique au travail, enfin du sport au travail, dans une certaine mesure, et pas forcément une activité physique délétère pour sa santé. Alors, pour ça, les effets, on vante à juste titre d'ailleurs, les bienfaits de l'activité physique sur la prévention du diabète de type 2, l'hypertension, les affections cardiovasculaires, à juste titre. Néanmoins, il faut qu'il y ait une certaine fréquence dans la pratique, une intensité, et là-dessus, une certaine typologie d'activité, d'endurance notamment. Là-dessus, il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai fait j'ai fait un atelier de gym 12 par semaine, du coup, j'ai amélioré l'équilibre, ce qui peut être parfois le résumé, en disant, bah ouais, on va faire un projet prévention des chutes, et on va vous proposer un atelier par semaine, ce qui est, on va dire, en regard des outils d'évaluation derrière, n'est pas suffisant si on s'en cantonne à la présence du temps de séance. Donc il faut penser cet à côté, cette interséance, cette autonomisation par rapport à la pratique, ce qui est important, et il faut penser ces relais, et vraiment cette démarche d'autonomisation. En gros, pour réunir ces conditions pratiques, il semble pertinent que les professionnels en activité physique adaptée, les kinés, puissent accompagner une pratique autonome des personnes qui sont là, 35 heures, voire plus, par semaine. Sensibiliser les gens à ce qu'est l'activité physique salutaire, accompagner quelqu'un à la salle de restaurant manger à pied, c'est une activité physique et il est inutile d'avoir un diplôme d'état de kiné pour ça. En revanche, si la personne a quelques difficultés à marcher, ça peut être pertinent d'être conseillé par le kiné pour avoir des conseils pour accompagner une personne à mobilité réduite dans sa marche. Mais inutile d'avoir ce diplôme d'état. En revanche, on peut avoir ce spécialiste qui peut être consulté. Mais si on veut atteindre ce niveau de pratique, il faut que ces éléments soient saisis par tout le monde et un maximum de personnes. Je prends un exemple sur le volet biologique pour illustrer ça. Je parlais de la pratique régulière. On a monté un projet en 2019 qui s'appelle Les Éclaireurs du Tour avec le soutien d'AG2R La Mondiale. L'idée étant d'utiliser la popularité du Tour de France pour impulser une pratique vélo sur des vélos d'appartement connectés à
a un écran qui permet de pédaler aux quatre coins de la France. Et cette pratique vélo, elle n'est pas adressée qu'aux résidents, elle est adressée aux résidents, aux familles et aux professionnels. Alors je vais y venir à quelques niveaux différents, mais le fait qu'il y ait des vélos d'appartement accessibles pour les professionnels, pour les résidents, dans vos résidences, ce sont des vélos qui ne coûtent pas si cher que ça. Ils coûtent 350 € ou 400 €, et vous pouvez les garder pendant 3-4 ans. Donc ce n'est pas démesuré. Mais cet outil de pratique est adapté, simple, accessible et pas dangereux. Et il permet une activité physique régulière, à condition qu'elle rentre dans les habitudes. Le projet des Éclairs du Tour, le fait de rentrer dans un défi, un challenge interstructure, de faire le lien avec le Tour de France et d'avoir cet aspect ludique, invite chacun à aller sur ce vélo et à alimenter un compteur commun. Je pense que dans la salle, certaines ont déjà fait ce type de projet, certainement. Mais quand on met un projet comme ça pour un collectif, sans se soucier de l'âge et des conditions, on arrive à impulser une envie. Parce que là, ceux qui se sont levés et qui font ces pratiques-là, c'est qu'ils arrivent à trouver l'envie. Il y a des personnes qui sont traumatisées avec le sport et qui n'ont pas envie. Parce que ça peut être humiliant, le sport. Quand on est comparé ou quand on a vécu un traumatisme, ça peut être humiliant. Et là, en l'occurrence, pratiquer de cette manière-là, c'est plus valorisant, c'est plus partagé, et ce n'est pas en aucun cas une compétition. Alors, j'y reviendrai sur ce projet, puisque là je parle du volet, le fait de mettre un vélo sur un lieu de travail peut permettre, sur son lieu de travail, une pratique d'activité physique dans le cadre de temps de vie sociale, et on pédale en même temps que les résidents, ce qui fait que les professionnels et les résidents partagent une activité physique salutaire pour eux deux en même temps. Ça vient équilibrer une relation, et sur un temps d'après-midi, pédaler 20 minutes, ça peut ne pas foutre en l'air l'organisation. Il suffit de le penser dans son organisation. Pour ce qui est des fonctions cognitives, alors moi je m'étais intéressé à ça au tout début, puisqu'on avait monté un programme auprès de personnes qui avaient des troubles cognitifs, modérés à sévères, en unité protégée, et on proposait 2 séances par semaine. Donc sur ce public-là, moi j'étais arrivé fort d'une étude sur la neurogénèse. Donc j'avais vu que en pratiquant régulièrement une activité physique aérobie, c'est-à-dire une activité physique d'endurance, ça provoquait la création de nouveaux neurones. Donc c'était révolutionnaire comme information sur les bancs de la fac. Bon, quand on a 21 ans, on est plein de fougue et de rêves, donc on s'était dit, ouais, mais ça, c'est un bon moyen de retarder l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ça va peut-être avoir un impact sur les fonctions cognitives et sur les tests. Donc, on avait fait une étude cas témoins en comparant ceux qui faisaient du vélo 2 fois par semaine, qui avaient des troubles cognitifs, à ceux qui n'en faisaient pas. Bon, la différence n'était pas vraiment significative entre ces deux publics. Mais en tout cas, ça nous avait donné envie d'aller au contact de ce public pour une raison scientifique à la base, et on y est resté pour des raisons humaines. J'y viendrai après, puisque je pense que le lien humain prédomine sur tout cet aspect physiologique, qui, quoi qu'il arrive, finira par décliner. En revanche, le lien humain restera, et les souvenirs resteront. Et c'est ça qui est important. Et le sens qu'on met dans son travail aussi. Alors, sur le volet cognitif, il y avait quand même un autre élément qui était intéressant, notamment avec des personnes qui avaient des troubles cognitifs. Il y en a quelques-uns en EHPAD, hein, vous avez remarqué, je pense. Il y en a de plus en plus même. Pour le coup, il y a 17 ans, il y avait dans l'unité protégée, puis après il y avait quelques personnes qui avaient des troubles cognitifs légers. Mais là maintenant, on est sur une unité protégée globale. C'est un fait. Et sur ça, il y a une dimension de compréhension de consignes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le pied de nez par rapport à la potentialité qu'ont des personnes qui ont des troubles cognitifs sévères. Ils se révèlent capables de comprendre certaines consignes, notamment sur des activités physiques. Je me souviens d'ateliers de tai chi, du tai chi chuan. Donc on était sur une pratique en pantomime, donc en face à face. On montrait des postures, des enchaînements de postures qui étaient les mêmes chaque semaine. Et je voyais de la progression auprès de ce public. Alors, ils ne se souvenaient pas, hein, quand j'arrivais, ils se souvenaient, je m'appelle Guy, ils avaient mémorisé mon prénom assez souvent, parce que j'ai un prénom de vieux, donc ça leur évoquait des choses certainement. Je devais leur rappeler leur beau-frère, leur premier amour peut-être, pour certaines. Mais en tout cas, ils se souvenaient de mon prénom, mais par contre, ils ne se souvenaient pas de ce qu'était le tai chi, et ils ne se souvenaient pas de m'avoir vu il y a 2 jours. En revanche, quand on démarrait l'enchaînement de postures,
ils progressaient. Au début, ils galéraient un peu sur les postures, et puis après, ils arrivaient à être de plus en plus fluides, à tel point qu'ils arrivaient à mémoriser un enchaînement de postures jusqu'à 7 postures, enchaînées à droite et à gauche. Donc, il y avait un apprentissage, malgré les troubles cognitifs, en mémoire procédurale. Donc, il y a aussi un intérêt, sur le plan cognitif, à pratiquer une activité physique, bien qu'on ne fasse pas recouvrir la mémoire. Ils ne retrouvaient pas plus facilement leur chambre grâce à ça. Néanmoins, ils avaient quand même une progression, ce qui est quand même, pour l'estime, toujours agréable. Et par rapport aux familles aussi, un regard différent en voyant qu'il pouvait se passer quand même des choses positives malgré la maladie. Pour ce qui est de la longévité, j'ai envie de dire un truc assez trivial, mais la mobilité, c'est la vie. Alors si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai accompagné récemment une résidente porter la flamme olympique à Bordeaux. Et du coup, ça a été sa phrase. Elle m'a dit, elle est née en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. Et elle me dit, la mobilité, c'est la vie. Et pour elle, la mobilité, c'était la mobilité géographique, mais aussi la mobilité dans son appartement. Mais en tout cas, c'était primordial pour elle d'entretenir cette mobilité. Donc, pour ce qui est de la longévité, tout le monde le sait, une pratique régulière d'activité physique a un impact positif sur la longévité. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je voulais juste faire ce clin d'œil à cette dame qui disait que la mobilité, c'était la vie. Et quand on est privé de mobilité, il est bon de se rapprocher de personnes compétentes pour amener des aides techniques permettant cette mobilité. Je me souviens d'une dame à Poitiers qui avait fait un AVC, résiliente de son AVC, elle était quand même hémiplégique, elle ne pouvait plus aller au marché Notre-Dame, et elle avait quitté son appartement, et c'était sa sortie du samedi matin, et c'était très important pour elle. Mais du coup, on s'est arrangé avec un médecin rééducateur pour qu'elle ait un fauteuil électrique et qu'elle puisse se rendre depuis l'EHPAD jusqu'au marché le samedi matin, ce qu'elle a pu garder, ce qui était hyper important pour elle, et ce qu'elle a pu faire jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Donc la mobilité, c'est aussi parfois avec une aide technique motorisée. Voilà pour la dimension, on va dire, physiologique. Donc le sport peut avoir ces vertus-là sur le plan physiologique. La santé est tridimensionnelle, physiologique, psychologique et sociale. Je vais traiter maintenant le volet psychologique. Alors, je vais commencer par le bien-être mental. Alors, l'exercice régulier, on dit que c'est un antidépresseur naturel, notamment à travers les activités d'endurance, donc de plus de 30 minutes, qui stimulent une production d'endorphine, une hormone du bonheur, et ça réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Alors, c'est aussi valable à tous les âges de la vie, donc y compris chez les personnes âgées. Et du coup, ça peut atténuer les symptômes de la dépression et de l'anxiété. C'était d'ailleurs, pour le coup, là où on avait eu des différences significatives sur notre étude, puisqu'on avait fait un questionnaire, un inventaire neuropsychiatrique pour équipes soignantes, et on comparait les résidents qu'on accompagnait à ceux qu'on n'accompagnait pas. Et effectivement, il y avait une diminution de l'anxiété et une amélioration de la qualité du sommeil pour les personnes à qui on proposait des activités d'endurance. Donc ça, c'était intéressant. Et ça, c'était valable uniquement les jours où les soirs qui suivaient nos après-midi d'intervention. Donc ça, c'était des éléments intéressants. Quand on parle d'approche non médicamenteuse, là, en l'occurrence, on avait ces éléments-là qui étaient intéressants. Donc pratiquer du vélo, par exemple, pendant plus de 30 minutes, pour des personnes qui sont particulièrement agitées, y compris des personnes en unité protégée, ça peut être intéressant. Donc avoir un vélo dans une unité protégée, pour les noctambules, c'est pas idiot. Surtout si le vélo fait pas trop de bruit. La personne gênera moins ses voisins, voisines, s'il pédale que s'il rentre dans les chambres. Donc, ce volet sur le bien-être mental, je voulais vous le partager. Mais il y a aussi un volet sur l'estime, puisque le sport, c'est un vecteur de confiance et il permet de transformer la manière dont les personnes âgées se perçoivent, à condition de choisir la bonne activité et à condition aussi de les amener à choisir leur activité dans l'idéal. Participer à des activités sportives, ça leur permet de renforcer leur estime de soi et leur confiance. Et ça donne un goût d'accomplissement. Tout à l'heure, je vous partagerai une vidéo, vous verrez, une vidéo d'un projet qu'on a monté en cette année olympique au Stade de France, où vous verrez des pratiques sportives avec des gens très âgés et en nombre. Et du coup, vous verrez que cet aspect sur l'estime, il est extrêmement important, puisque là, je vous le disais tout à l'heure, la présence d'un professionnel spécialisé en activité physique adaptée, elle ne peut pas être permanente et elle ne peut pas être à raison de 5 heures auprès des personnes âgées. Ce n'est pas possible en fait.
En revanche, l'impact d'une intervention hebdomadaire sur une culture et sur ce qui se passe après, ça a de l'intérêt. Quand on améliore l'estime d'une personne sur un atelier, potentiellement on matérialise certains souvenirs, une photo de la pratique, admettons une personne se met à découvrir la boxe sur un atelier, ça peut être en décalage avec les attentes qu'ont les petits-enfants sur des activités qui peuvent être proposées en EHPAD. Ce qui fait que lors d'une visite, s'il y a une photo du grand-père ou de la grand-mère ou de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère en train de faire de la boxe, il peut y avoir un questionnement et un lien, quelque chose à raconter autour de ça, et une certaine fierté autour de cette pratique. Mais aussi une dimension de réminiscence par rapport à des activités pratiquées. C'est la valeur sociale que n'a pas la gym douce. Je diabolise pas la gym douce, mais pour moi la gym douce n'a pas ce volet, cette valeur sociale qui ramène du passé et qui ouvre sur l'extérieur aussi, potentiellement avec les clubs. Donc du coup, si je peux me permettre ce jeu de mots, c'est aider les personnes à trouver chaussures de sport à leurs pieds, puisque des sports, il en existe une grande diversité. Entre le basket, le rugby, le billard, le tennis de table, on a un panel d'adaptation et de goûts différents qui est énorme. Donc faire la promotion de la diversité et laisser du choix dans les activités, ça me semble pertinent. Enfin, sur la question sociale, qui pour moi, je vous parlais de sérendipité tout à l'heure, en fait c'est là où ça s'est révélé le plus impactant. C'est le lien social que générait la pratique d'activité physique de groupe. En fait, le sport, c'est une passerelle vers les autres. Participer à des activités sportives de groupe, ça permet aux personnes âgées de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis, parfois même de nouer des relations amoureuses. On l'a vécu sur des ateliers de danse d'ailleurs aussi, à Chasseneuil. Ça faisait pas forcément plaisir aux enfants, mais du coup, il y avait des choses qui se passaient dans la relation, mais aussi se faire des amis et renforcer des liens sociaux existants. Ces échanges sont essentiels pour combattre l'isolement et la solitude qui est aussi valable dans certains EHPAD. Et ces deux fléaux rôdent autour des aînés au sens large. Donc du coup, le sport est un bon outil pour ça. En fait, la participation régulière à des ateliers de groupe, souvent conviviaux, facilite ces liens. Et à travers des exercices de coopération et d'interaction, ça permet de faire perdurer ces bénéfices de liens, merci beaucoup, en dehors du temps de séance, notamment à table. Et encore plus quand il y a des projets. Des projets, je vais y venir, qui sortent de l'EHPAD. Pardon. Ce volet social, je voudrais aussi l'aborder pour les soignants. Je vais revenir sur le projet des éclaireurs du Tour. En fait, on forme des référents vélo dans les EHPAD. Ce sont des personnes, des membres du personnel, peu importe d'où ils viennent. Donc on peut avoir des cuisiniers, des ASH, des aides-soignantes, des animateurs, peu importe le métier initial, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que la direction lui détache un temps dans la semaine pour qu'il puisse faire vivre ce projet vélo qui consiste à pédaler ensemble, expliquer aux familles quand elles viennent qu'elles peuvent, quand elles viennent faire leur visite, faire du vélo avec leurs proches et eux-mêmes animer auprès des collègues des petits challenges pour qu'eux-mêmes pédalent quand ils sont au travail ou alors sur les temps de pause. Mais en tout cas, que ce vélo devienne un lieu central de pratique et un lieu convivial où on vient discuter. Plutôt que de fumer une clope, en fait, on va faire du vélo. C'est meilleur pour la santé. Alors, pour ça, je voudrais parler d'un cuisinier qui s'appelle Alexandre Gallardi, qui a eu un témoignage très fort. Alors, la vidéo, c'est un témoignage qui a été filmé dans le cadre d'un colloque qu'on avait fait ici, d'ailleurs, il y a 2 ans. Et lui, il traduit, en fait, lui, il était cuisinier et il disait qu'il n'avait jamais eu l'occasion, jusqu'ici, ça faisait 17 ans qu'il travaillait dans l'EHPAD, et il n'avait jamais eu l'occasion d'échanger avec un résident. Et il dit, pour moi, les résidents, ce sont des aversions, ce sont des régimes alimentaires. Jusqu'ici, c'était ça. Et le fait que la direction m'ait permis, après le repas, de consacrer un temps de travail pour aller faire ne serait-ce qu'une demi-heure de pratique avec eux, et bien maintenant, je vois des personnes et plus des aversions alimentaires. Et il exprime, et je vous invite à regarder cette vidéo, c'est assez puissant tout ce qu'il avance derrière et le sens que ça met dans son travail. Et on va dire la puissance il s'est rendu compte du rôle qu'il avait, un rôle de l'ombre qui est un rôle central, le rôle du repas.
Et du coup, il a pu partager, dialoguer, puisqu'ils se sont retrouvés au même endroit pour faire la même chose. Donc voilà, je voulais juste partager ça sur la question du lien social et que le sport peut rapprocher. La question de l'inclusion et la participation et l'ouverture sur l'extérieur. Alors là, pour le coup, on a quelques des directrices locales qui sont des ambassadrices de ça. Faire le lien avec des clubs sportifs professionnels, aller voir du spectacle sportif avec les résidents, amener une pratique sportive autour du basket, par exemple, parce qu'à Poitiers, il y a une culture autour du basket et du volleyball. Faire pratiquer du volleyball, du basket dans l'EHPAD, faire le lien avec des joueurs. Les joueurs viennent à l'EHPAD, et puis dans le cadre de leur RSE aussi, puisque c'est des clubs professionnels. Donc ils viennent, ils sont sur une dimension sociale et sociétale de leur entreprise, et on va voir le spectacle sportif, et là, au même titre, ce sont des poids de vin supporters de leur équipe. On a fait la même chose, on est toujours très bien accueillis. On fait la même chose avec l'Aviron Bayonnais. On est hyper bien accueillis au stade, et les joueurs viennent dans les EHPAD. À chaque fois qu'on fait ça, on est bien accueillis. Et on ne paye pas nos places en plus. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est toujours agréable. On fait un courrier et on explique qu'on est un EHPAD, qu'on a envie de venir voir tel match. Et du coup, on obtient la plupart du temps des places gratuitement, parce que ça rentre dans une logique de responsabilité sociale et sociétale des clubs professionnels. Et ça permet d'être avec tout le monde et de participer au spectacle sportif. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby en automne dernier. Du coup, on a fait le déplacement et on a eu des places gratuitement. Et on a pu amener des résidents d'EHPAD vibrer dans cette Coupe du Monde. On va faire la même chose pour les Jeux Olympiques. Et ça, c'est important de rester dans la vie et de sortir de l'EHPAD et de vivre dans la société et de montrer qu'on existe encore malgré notre grand âge. Je vous ai parlé tout à l'heure du port de la flamme par Maxine. C'est aussi un symbole. C'est ce qu'elle dit dans son témoignage d'ailleurs. Elle dit les gens étaient heureux de me voir. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient fiers que je sois là. Je dois représenter quelque chose pour eux. Moi, je pense que ce qu'elle représente, c'est qu'on voit quelqu'un de digne, du haut de ses 85 ans, porter la flamme. Et on se dit que dans quelques années, on aimerait bien être encore comme ça et vibrer avec de nouveaux projets. Et cette capacité à se mettre en projet malgré le grand âge, je pense que c'est ça qui maintient en vie. Pour la dimension d'inclusion, je voudrais vous faire part d'une dernière anecdote sur la ville de Talence. Cette année, on avait monté un projet avec la conférence des financeurs qui s'appelle Talence Terre de Jeux. Et en fait, on accompagne 2 EHPAD sur la découverte de disciplines sportives qu'on adapte, bien sûr. Donc on amène la découverte du handball, du volleyball, du badminton, de la boxe dans les EHPAD. On fait des cycles. Et puis, en même temps, on travaille avec une école élémentaire où on parle des jeux. Et on explique qu'il y a un EHPAD qui est sur des cycles de découverte d'activités et qui vont se retrouver pour découvrir en même temps un athlète parasport qui va faire les Jeux paralympiques. Donc du coup, on a mis en place 4 rendez-vous comme ça, où les enfants et les personnes âgées découvrent en même temps une pratique et un athlète paralympique. Et là, ce qui est super, c'est qu'on est sur un projet intergénérationnel, donc ils sont sur une découverte mutuelle et un partage d'activités dans la découverte en même temps. Je parle d'inclusion parce qu'en fait, quand on fait ça, on le fait souvent en dehors on le fait toujours en dehors, soit de l'EHPAD, soit de l'école. Et là, la dernière fois, on l'a fait en dehors, mais on l'a fait, défaut de disponibilité des salles, on l'a fait dans une résidence autonomie. Et il se trouve que dans cette résidence autonomie, ils ont une grande salle où ils mangent le midi, mais ils ne mangent pas le soir. Ce qui fait qu'à partir de 14h, la salle est disponible et elle est très peu utilisée, à part quand il y a des réunions de quartier, puisque la salle appartient à la mairie. On fait notre atelier, c'était un atelier de boccia. La boccia, c'est de la pétanque adaptée, si vous voulez, pour les personnes tétraplégiques. Donc, les athlètes de l'association de boccia nous font part d'un problème, c'est qu'eux n'ont pas de salle. La ville n'a pas trouvé de salle pour qu'ils puissent pratiquer. Mais ils n'ont pas pensé que la résidence autonomie était une salle potentielle. On fait l'atelier l'après-midi, et en fait, le fait de se rencontrer, du coup, il y a ce besoin qui est exprimé. Il se trouve que l'élu vient prendre une photo ce jour-là pour montrer que voilà, il se passe des trucs intergénérationnels dans la ville. Et bien, on l'interpelle à ce moment-là et on lui dit là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est facile à connecter. Et du coup, il s'est mis en place une convention entre
la résidence autonomie et cette association pour qu'il y ait un échange de bons procédés, c'est-à-dire une mise à disposition pour qu'ils s'entraînent pour ceux qui font de la compétition en boccia, et en contrepartie, ils donnent 2 séances par semaine de boccia aux résidents de la résidence autonomie, gracieusement, enfin du moins dans cet échange de bons procédés. Donc, c'est grâce au sport, ça. C'est le sport qui a permis ça. Mais ça pourrait être l'art aussi, ça pourrait être la musique, ça pourrait être le théâtre, ça pourrait être autre chose. Mais maintenant, il y a eu ce lien qui s'est fait grâce à ça. Et ce décloisonnement qui s'est fait grâce à ça. Donc, quand vous avez des salles de disponibles, sachez qu'il y a des gens qui en cherchent des salles. Quand vous avez des salles, des grandes salles, ce que vous en avez, sachez qu'il y a des gens qui cherchent des salles. Autre sujet, toujours dans la ville de Talence, il y a un événement international qui s'appelle le Décastar, c'est une compétition de décathlon, c'est là où Kevin Meyer a battu son record du monde. Il se trouve qu'ils sont en mal de bénévoles. Donc là, le service des sports de la ville nous dit on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de bénévoles. Et du coup, de l'autre côté, il y a les résidences autonomie qui ne sont pas sollicités, avec des personnes qui... Alors, ce qu'on a listé, c'est de quoi vous avez besoin comme bénévolat. On a quelqu'un pour distribuer les tickets à l'entrée, faire des frites, faire des trucs comme ça. En fait, je leur dis, listez les tâches, les capacités associées, et on essaiera de voir auprès des EHPAD et des résidences autonomiques, qu'est-ce qu'on peut connecter. On ne vous promet rien, mais si on peut le faire, je suis sûr qu'il y en a qui seront ravis de se rendre utiles. Et du coup, c'est ça qu'on est en train de mettre en place pour la compétition qui aura lieu en septembre, c'est de relier les besoins de la cité à la potentialité que peuvent avoir les structures pour personnes âgées et pas des résidences autonomie. Donc en gros, pour ce qui est du volet social, je vais m'arrêter là parce que au-delà de tout ça, je pourrais être extrêmement long, mais je pense que c'est sur ce levier-là qu'on a le plus d'impact, parce que là, c'est pas une question de temps, c'est une question de culture. Et ça, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus lent peut-être dans le changement de point de vue. Par contre, une fois que c'est implanté, il n'y a pas besoin d'être là 23 heures par semaine pour que ça se fasse. Une fois que la culture a changé, l'idée c'est que la pratique devienne naturelle et spontanée. Alors, pour illustrer tout ça, je voudrais vous partager un projet qui s'appelle Terre de jeu, toujours. On a pris une terminologie, je voulais pas faire des jeux de mots sur l'âge, le machin... Ça commençait à me fatiguer et me dire comment on peut être le plus inclusif possible et montrer que l'EHPAD peut être terre de jeu aussi. Le label terre de jeu, c'est un label olympique qui montre qu'on peut... c'est un label olympique qui vise à impulser une pratique sportive là où il n'y en a pas suffisamment. Donc du coup, on s'est engouffré dans ce projet-là d'EHPAD terre de jeu. Et j'ai eu la chance et j'ai eu l'opportunité avec Stéphane Corbin qui... était, on va dire, à l'époque à la CNSA et du coup est passé à la direction de l'autonomie du département de la Seine-Saint-Denis. Donc quand il était à la CNSA, il découvrait nos grandes rencontres sportives, celles qu'on pouvait faire en région Nouvelle-Aquitaine. Ces grandes rencontres sportives consistaient à amener des pratiques sportives, faire de lien avec des clubs et faire une grande rencontre entre différents EHPAD dans un lieu sportif, en invitant des sportifs ou des clubs sur cette fête autour du sport, une fête intergénérationnelle. Prenant la direction d'autonomie dans le 93, il m'a fait l'honneur et le plaisir de me proposer de faire ça au Stade de France, puisqu'il organisait les assises du vieillissement au mois de mars, fin mars 2024. Et là, pour nous, c'était une tribune parfaite pour montrer qu'on pouvait amener des résidents d'EHPAD et de résidence autonomie au Stade de France. Mais du coup, le mieux, c'est que je vous montre ça en images. Tu te prépares à le combattre? Ouais, je vais l'assommer. Ah, tu as assommé? Ah là, je vais le mettre KO là. Mon rival de toujours. De l'autre côté, Kader. Bouge. Hop. On a beau dire, on a beau faire, contre Kader, il n'y a rien à faire. Je peux dire que j'ai participé au JO de 2024 au Stade de France. On s'est investis tous pendant plus de 2 mois sur ce projet Terre de jeu. Là, c'est la finalité aujourd'hui. Donc, le maître mot, je pense, c'est d'essayer d'en retirer le plus de plaisir possible et que ce soit une journée inoubliable pour nous. Et puis, on représente Boboche! Allez, Boboche! Allez, Bobidi! Hop là, ça y est. C'est bon. On était allés les Jeux Olympiques!
Et vous, c'est quoi? Drancy. Non, mais Drancy, mais quoi vous faites comme sport? Championne de tir à l'arc. Ah bah alors là, il est là, bah, je vais vous le montrer, le tir à l'arc. Elle est en plein milieu à chaque fois. Elle est là, tir à l'arc. Non, elle vient de Drancy, on va vous écraser. On va vous écraser. On a été contacté par le département de la Seine-Saint-Denis. Et ressentez-vous pour travailler sur ce projet Terre de Jeux, Jeux Olympiques Paris et Paralympiques 2024 ? Et on a réussi à avoir un groupe qui s'est prêté au jeu et qui attendait vraiment avec impatience de pouvoir venir au Stade de France. Donc on nous a demandé de travailler sur 4 disciplines sportives qui étaient le rugby, le tir à l'arc, le tennis de table et la boxe. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et percute. C'est elle qui décide de toute façon. Mais dis-moi, mais c'est quoi cette énergie? Tu vas voir. Mais je vais voir. Mais arrêtez-la! Arrêtez-la! Je me sens changée, je me sens bien être en face de Brahim Asloum que bon, je connais par rapport à parce qu'il a gagné les Jeux Olympiques il y a quelques années. De voir une personnalité, c'est génial. Le premier court, il aplatit sur la chaise, il reprend son ballon, d'accord? Il reprend son ballon et il donne à la personne suivante, d'accord? 1, 2, 3, c'est une course! Allez, allez! Non, pas moi, aplati, là! Et on revient derrière. Ils sont contents, ils sont motivants, ils sont heureux d'être là, ils sont captivants et voilà, à travers eux, on est content parce qu'ils nous rendent un peu ce qu'on leur donne un peu. Mon sport favori, c'est le ping-pong. Parce qu'il faut se déplacer, il faut savoir réagir. Et on accélère, si vous arrivez à accélérer, c'est bien. Oui, regardez comment elle accélère, regardez. Allez, encouragement, allez, encourage, allez. Allez. Il y a une énergie folle, il y a des sourires, franchement c'est vivant, voilà, le mot est, ils sont vivants. Bravo, ça t'a De manière générale, ça a réveillé en eux des aptitudes physiques qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ils se sont tous prêtés au jeu et ils ont essayé de se dépasser. C'était là l'essentiel. Tout me plaît là, avec ce monde, franchement c'est incroyable. J'espère qu'à leur âge, à 90 ans, j'aurai autant d'énergie qu'eux et d'être bien encadré, d'avoir une bonne énergie, beaucoup de bienveillance autour d'eux. Sincèrement, je suis heureux de voir que cette jeunesse s'occupe de nos anciens. C'est les derniers parce qu'après, il faut laisser la place aux autres. Donc du coup, on a accompagné des référents terre de jeu qui ont amené ces disciplines. On les a formés, on les a suivis. On a formé 40 référents terre de jeu qui, eux, sont allés dispenser des activités dans leur structure. Ressentez-vous, on nous a remis des fiches pratiques qui nous ont permis de pouvoir proposer des activités à tout type de personnes, qu'elles soient malvoyantes, qu'elles aient des difficultés à se déplacer en fauteuil. Et on a pu réaliser des petits ateliers sur l'ensemble de ces disciplines pour tous nos résidents. On a préparé ensemble cet événement qui a accueilli 200 personnes âgées d'Île-de-France, ce qui a fait qu'on a eu plus de 40 EHPAD qui se sont formés, à tel point qu'on était plein à craquer aujourd'hui. Kader, je te désigne champion olympique de cette Olympiade. Bravo! Bravo! On applaudit s'il vous plaît, bravo! C'est une médaille que j'ai gagnée pour la France, donc aujourd'hui elle leur appartient. Donc moi ça me fait énormément de plaisir de la faire vivre, voilà, qu'ils puissent la toucher, se l'approprier. Et voilà, c'est une partie d'eux, mine de rien. Mais c'est magnifique, non c'est bien, moi je regrette pas de ma journée. C'est la vraie! C'est pas du chocolat! Je me suis bien amusée, ça m'a donné la pêche. Et après cet événement, on va voir ce qu'il en reste dans la mémoire des résidents, qu'est-ce qui reste dans la mémoire de ces professionnels qui se sont investis. Parce que l'idée c'était de pas juste faire un feu de paille, l'idée c'est qu'on a préparé ce feu à plusieurs et qu'on entretienne les braises encore quelques temps.
Effectivement, le but, c'est pas de faire un feu de paille. En interne, au sein même de mon équipe, aujourd'hui, j'ai 54 salariés. Et ce type de projet, je ne vous cache pas qu'en interne, je peux me faire cartonner par mon équipe, par certaines personnes de mon équipe. Parce qu'ils disent « Ouais, non, mais c'est pas ça qu'il faut montrer, c'est pas ça le quotidien en EHPAD. » Et là, moi, je pense qu'effectivement, c'est pas ça le quotidien en EHPAD. Mais ça s'est vraiment passé. On ne peut pas l'enlever. Faire ce type d'événement, montrer les vieux... Et vous savez ce qui s'est passé sur cet événement, qui sont les Assises nationales du vieillissement? Le truc qu'on m'a dit, ce qui m'a choqué d'ailleurs, on m'a dit « Ah, mais c'est la première fois qu'il y a des vieux aux Assises nationales du vieillissement. » Et il fait, en plus de ça, il y a des vieux, et en plus de ça, vous avez fait fermer l'entrée du Stade de France, que vous n'en avez pas ramené, vous en avez ramené beaucoup trop. Donc du coup, ça va toucher d'entendre ça. Mais en tout cas, j'étais assez fier d'avoir ramené des vieux sur un sujet qui les concernait. Et ils étaient en nombre. Et du coup, ils faisaient du bruit, et ils gênaient, et ça gênait le passage. Et du coup, ils étaient là, en disant, mais voilà. C'est d'eux dont on parle. Mais là, voilà, on peut en parler. Donc, on peut aussi les inviter à écouter ce qu'on dit sur eux. Donc voilà, c'était ce petit volet-là qui était intéressant. Et je pense qu'il faut, des fois, s'accorder des petites fiestas, des petites sorties de route comme ça, où on va montrer ce qui se passe, on va montrer cette population qui est un petit peu mise à l'écart. C'est aussi valable dans le milieu du handicap. Mais en tout cas, n'hésitez pas à fréquenter des lieux publics. Soyez comme les vieux fourneaux, là. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD, mais et ni yeux ni maître, vous y allez. Vous allez dans les bars, vous allez dans les lieux publics avec les personnes âgées. Nous, on est allé à Decathlon faire les courses avec les résidents, et à la caisse, il y avait des déambulateurs, et des déambulateurs à Decathlon, il n'y en a pas souvent. Et ça, c'est bien quand ça se passe. Bon, on a un petit temps de questions, j'ai été un petit peu plus bavard que prévu. Il nous reste 5 petites minutes, voilà. On a le temps pour une ou deux questions. Si vous voulez discuter de ce projet, ressentez-vous, magnifique projet. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Est-ce que ce projet-là, déjà, est-ce que ce projet-là a pour vocation à être réitéré? Alors, du coup, c'est une réitération. Alors, quand vous parlez du projet, vous parlez de la rencontre, c'est ça? Alors oui, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans la Vienne. Justement, la première édition a eu lieu dans la Vienne, à Poitiers. On fait les choses bien à Poitiers. On ne fait pas les choses à moitié, du coup, c'est un mauvais jeu de mots. On l'avait fait une première édition qui était dans un EHPAD, mais pour le coup qui avait fait venir et qui s'était mis en lien avec le Poitiers, avec le PB 86. Et ensuite, la deuxième édition avait eu lieu à la fac de sport, enfin dans le gymnase de la fac de sport. Et là, ça avait été une édition vraiment haute en couleur. On avait déjà Maillard Monchipour, champion de boxe. Il y avait Pierre Duprat qui revenait des Jeux Olympiques de Rio de judo, qui était en équipe de France de judo. On avait des athlètes qui étaient venus, un champion de France de tir à l'arc. Et du coup, il y avait eu déjà cette mixité. Il y avait des enfants qui étaient venus voir les athlètes et du coup, qui ont pratiqué avec les personnes âgées. Donc, c'était top. Donc, depuis, on n'a jamais cessé d'en faire. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on en fait chaque année. Et on les fait aussi de manière thématique. L'année dernière, on a fait une au Pays Basque sur les jeux traditionnels basques. Du coup, avec l'Aviron Bayonnais, en l'occurrence, là, c'était assez sympa. Mais du coup, c'était c'était que des jeux traditionnels basques adaptés. Alors, qui a gagné au tir à la corde? Eh ben, en fait, là, je vous invite, on a fait une petite vidéo, je vous inviterai à regarder, parce que là, tout à l'heure, je vous ai vu réagir sur la perte d'équilibre de la dame sur la boxe. Alors, vous l'avez vu, on l'a pas coupé au montage, hein, parce que du coup, il n'y a pas eu de fracture de col du fémur, mais il y aurait pu en avoir. Et s'il y en avait eu, je pense qu'on aurait fait la une des médias. S'il y avait eu un décès, alors qu'on avait drainé 200 personnes au Stade de France, on aurait fait la une des médias. Bon, là, on est quand même un peu passé dans les médias, mais pas autant que si on avait eu un drame. Et ça, c'est un peu triste, parce que la réaction, c'est toujours la sécurité. Et moi, je préfère que ma grand-mère se casse le col du fémur au Stade de France que dans le couloir de l'EHPAD. Franchement, c'est beaucoup plus classe. Après, je préfère qu'elle se casse pas le col du fémur, je ne le cache pas aussi, mais en tout cas, personne n'a gagné pour répondre à cette question. Je fais rapidement aussi un parallèle entre le sport et l'e-sport, puisque je crois que Ressentez-vous travaille aussi sur l'e-sport auprès des personnes âgées. Tout à fait.
Alors, le e-sport, effectivement, c'est une nouvelle forme de pratique autour des jeux vidéo. Alors, nous, on est des auxiliaires de lien, on va dire, on crée le lien, puisque c'est l'association Silver Geek qui est née à Poitiers, qui est une association nationale qui développe des compétitions e-sport autour de jeux vidéo, notamment, bon, pour le plus connu, ce championnat national qu'il y a autour du Switch Bowling, avec une compétition départementale, régionale, puis la finale à la Paris Games Week. Et du coup, ils viennent se greffer sur des événements de gamers. Et d'où à Poitiers aussi, un événement incroyable avec la Gamers Assembly. Alors nous, on est des auxiliaires de lien, parce qu'en gros, on vient amener la pratique... on vient faciliter la pratique dans les structures, dans certaines structures où ils n'ont pas les services civiques disponibles. Et du coup, on organise aussi ces championnats avec cette compétence-là qu'on a développée d'événements. On organise les championnats départementaux dans les départements où ça se lance. Donc hier, on a fait le premier championnat départemental de Gironde sur la Switch et sur Ring Fit Adventure. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un jeu vidéo interactif. Et du coup, on avait les enfants qui étaient là et il y avait 4 EHPAD qui se sont rencontrés. Et c'était vraiment une après-midi vraiment géniale autour d'un lien intergénérationnel où, en fait, les vieux et les jeunes se retrouvent pour la même chose. Et il n'y a pas de compassion, en fait. Ils ont une passion commune. Et ça, c'est quand même intéressant d'aller chercher ça, plutôt que d'aller voir... J'ai vu le championnat à la Gamer Assembly de Poitiers, il n'y avait pas de cadeau. Hein, ça, c'est sûr. Oui, c'est du lourd. C'est du lourd. Ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. C'est du bonheur. C'est très vivant, on va dire. Merci beaucoup, Guy. Merci. Ouais.